Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo théorique que j'ai intitulée psychologie, la psychologie du trauma. D'accord. Donc on va parler, vous vous en doutez, de traumatisme, de psychologie, mais pas que. On va parler de plein de choses et j'espère que ça va vous intéresser. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en mettant un petit commentaire, en partageant, etc. Donc, le plus difficile, c'est de commencer, mais on va y arriver. Donc, de toute façon, j'ai fait un petit plan, parce que je voudrais aborder de nombreux thèmes avec vous, qui sont tous reliés les uns les autres. C'est que tout est lié dans ce monde, et notre corps ne fait pas exception à la règle. Donc, on va se douter que la vraie intelligence, c'est l'interaction acquise à travers l'environnement et que l'être humain, c'est une machine qui est conditionnée pour faire face à l'environnement et survivre de manière immédiate et à long terme. Donc cette idée de conditionnement, elle est très importante parce qu'elle est définie, si tu veux, par un comportement. Un comportement qui est lui-même défini de manière automatique par une stratégie de survie. Et donc, moi, comme vous le savez, je suis spécialisé en douleurs chroniques. J'ai écrit un livre sur le sujet. J'ai publié 2 articles scientifiques en revue médicale sur le sujet. J'en prépare 2 nouveaux. Donc, j'espère que je vais y arriver. Je dis ça tout le temps, mais c'est tellement un long travail de fourmi que ça prend du temps, tout ça. Ça prend du temps. Et si tu veux, quand on parle de conditionnement, on va savoir que le corps va savoir que la logique c'est potentiellement trop long et donc trop dangereux. Et donc on a des réponses réflexes automatiques. Et il y a vous savez, on entend souvent parler de mémoire transgénérationnelle, ce genre de choses. Donc pour que vous compreniez l'idée de conditionnement, tout simplement. C'est pour ça que je fais cet aparté. Imagine je prends un rat. Et que je l'électrocute, je lui fais un stimulus négatif, je l'électrocute par exemple, et en même temps que je mets un son spécifique ou une lumière spécifique, que je l'associe. Que j'associe ce stimulus négatif avec un autre stimulus visuel, odorat par exemple, l'odeur ou tactile, ou vous voyez ce que je veux dire, ou auditif, etc. Vous comprenez l'idée. En même temps de ce stimulus négatif. Le rat, si après je déclenche le stimulus d'association sans le stimulus négatif, par exemple juste le bruit avec lequel il était associé ou le son ou l'odeur, il va avoir ce réflexe de peur, le rat, comme si je lui mets l'électrocution. Donc il va couiner, même s'il ne reçoit pas la punition. Vous voyez ce que je veux dire ? Retenez bien ce mot, punition. Parce que le cerveau humain, il a dominance dopaminergique. Et que la dopamine, c'est pas que le plaisir circuit récompense, on y reviendra, c'est aussi l'évitement actif de la punition et la planification dans le futur. Ainsi que le contrôle moteur fin et la motivation. Et tout est histoire de motivation pour mettre en place une stratégie de survie. Et la douleur chronique, c'est pas une bonne stratégie. C'était une bonne stratégie, mais c'est plus une bonne stratégie. Mais c'est devenu le nouveau schéma moteur de référence. Vous vous rappelez ? La dominance des synergies, stratégie d'évitement de la douleur, neuromatrix de Ronald-Melzack, etc. Et on va y revenir, vous en faites pas. Et donc si par exemple ce rat que j'ai exposé au même stimulus et que je l'ai traumatisé en gros le rat, c'est ça que ça veut dire concrètement. C'est des expériences qui ont vraiment eu lieu. Le rat je l'ai traumatisé, à l'électrocuter, en même temps je l'associe avec un stimulus. Si le rat maintenant, je lui fais faire des enfants, donc des ratons, des petits bébés rats, et que ces bébés rats, je mets le même son ou la même odeur ou le même visuel, tu vois ce que je veux dire, le même stimulus d'association sans le stimulus négatif initial qui a été associé, je vais déclencher un réflexe de peur chez ces ratons. Parce que la mémoire, génétiquement, elle s'est transmise dans le cerveau.
Ça s'appelle la neurogénomique. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que le cerveau a sa propre génétique. Et si tu veux, du coup, il y a vraiment une mémoire transgénérationnelle, c'est pas de la science-fiction. Maintenant, dans quelle mesure? Faut pas non plus extrapoler. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est courant, New Age, etc., et machin, il y a une base véridique, c'est certain, tu vois. Mais à prendre avec des pinces. On ne peut pas évaluer à quel point le comportement de peur par rapport à quel stimulus, comme une allergie par exemple, vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Hein. Il y a une part d'hérédité dans toutes les pathologies. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous une prédisposition génétique à être susceptible de déclencher telle ou telle maladie. Donc il y a bien cette transmission génétique qui passe de manière organique, mais surtout par cette histoire de conditionnement au niveau souvenir. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc une autre étude intéressante, c'est l'étude Univers 25, qui était sur des rats qu'on mettait en surpopulation de manière volontaire pour qu'ils deviennent fous. Et du coup, ils finissent par devenir cannibales, anxieux, etc. Donc on peut imaginer les soucis qu'on peut avoir en surpopulation carcérale. Donc c'est un avis qui n'engage que moi, mais la France, c'est un des pays où on a le plus grand taux de récidive du monde. Donc payer des prisons pour que les gens se professionnalisent dans le crime un peu plus et soient un peu plus exclus de la société, j'ai un peu du mal. On n'apprend pas à quelqu'un que la violence c'est bien, on lui sent subir une violence psychologique. Au contraire, on va essayer de l'exhorter à faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? On est les reflets les uns des autres, donc on ne combat pas le mal par le mal. Ça n'existe pas et c'est étrange pour des hommes civilisés de penser que la punition est la solution et la répression est la solution à tout, au lieu que ça soit l'éducation, l'amour et la compassion. Bon, c'est un avis qui n'engage que moi. Là, c'est mon chat qui mange ses croquettes. Je ne sais pas si vous entendez. Elle choisit bien son moment, elle. Donc, il y a une autre étude qui est intéressante, ou une notion qui est intéressante, qui est valable chez les humains et chez les animaux. C'est cette notion d'empreinte. Donc, je repense au film Twilight avec l'imprégnation, mais en vrai, ça n'a pas vraiment de lien. Okay. Mais c'est cette histoire ils ont fait des études et ils ont vu que, par exemple, un canard, c'est sur un canard, d'accord, que le canard, si les canetons naissent, il y a une fenêtre comprise entre 24 et 48 heures qui va s'ouvrir, et ces 24 ou 48 heures vont définir le caneton qui va considérer comme sa mère. D'accord? Et donc, ce qu'il voit en premier quand il naît, et pour lui, c'est sa mère, parce que c'est elle qui est censée le protéger. Et donc, il y a une étude qui est connue d'un zoologiste par rapport à cette notion d'empreinte, et il a vu que les canetons, quand ils naissent, ils ont pris ce chercheur pour leur mère. Et du coup, c'est cette notion d'empreinte. Et les humains, on imagine qu'on a évidemment cette même capacité d'empreinte et de figure d'attachement. Donc on peut imaginer que, comme je le disais, j'avais fait un petit podcast sur des phases critiques de neurodéveloppement. On va imaginer que si un enfant n'a pas une figure d'attachement qui est là de manière régulière, ou s'il en est séparé en bas âge, ça peut lui occasionner des mémoires traumatisantes comme le rat, parce qu'il a conditionné. Vous voyez ce que je veux dire? Il a déconditionné plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut générer de l'anxiété, etc., ou de l'évitement de certaines situations en étant adulte, notamment, qui vont définir des mauvais rapports homme-femme par la suite. Ou avec les autres, vous avez compris. D'accord? Donc il y a une autre expérience qui est intéressante, c'est une expérience de Harlow sur des singes. Donc celle-là, elle est intéressante, parce qu'ils ont pris des bébés singes, et ils les ont mis, si tu veux... ils ont pris un bébé singe et ils l'ont mis dans une cage. Et ils ont mis une partie de la cage, si tu veux, où il y a une femelle singe robot, donc qui donne de la nourriture, et une femelle singe en tissu, tu vois, donc une peluche, voilà, qui ne donnait pas de la nourriture. Et malgré ça, on a vu que le bébé singe, il passait beaucoup plus de temps avec la peluche en tissu que le robot, même si le robot donne de la nourriture. Parce que la peluche, si j'ai bonne mémoire, elle faisait aussi de la chaleur, etc.
Ça, faut le vérifier, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ça lui rappelait sa mère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça le réconfortait. Donc il y a vraiment ce côté-là qui montre que l'union fait la force. Et que la survie, c'est pas que manger, c'est être ensemble. C'est ça que ça veut dire en fait. Et que l'humain est un animal grégaire. Donc autant les rats, il ne faut pas être trop près les uns des autres, parce qu'il faut qu'on ait des fenêtres d'introspection. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on puisse avoir nos fenêtres quand même, mais il ne faut pas qu'on soit trop loin les uns des autres. Tout est toujours une histoire d'équilibre. On le voit aussi bien dans les liens sociaux. Donc je vous ai pris deux extrêmes pour que vous puissiez réfléchir. Donc le sens du toucher, j'en parle énormément. J'en parle énormément parce que le sens du toucher, c'était la conclusion de mon deuxième article, il a vraiment un caractère biopsychosocial indéniable. Parce qu'il va de pair avec l'instinct de préservation, ce sens du toucher. Donc Sherrington, l'inventeur du mot synapse, c'est un prix Nobel en 1944, en 1924 je crois plutôt, 24 je crois que c'est ça plutôt, et il nous parlait de toucher affectif, d'accord. Et du coup, le modèle biopsychosocial, je vous ai pris une note pour que vous ayez la définition officielle. Donc le modèle biopsychosocial, c'est une approche un peu plus holistique. Donc je vous parle souvent de modèles, on y reviendra un peu. Tenségrité biologique, potentialisation à long terme, etc. Tous ces modèles qu'il faudrait en réalité probablement fusionner pour arriver à quelque chose de concret et d'applicable et d'efficace. Parce que la vérité est sûrement plurielle, d'accord ? Comme les pathologies qui sont toujours multifactorielles, multipathologiques, etc. etc. Donc il faut être multimodal, etc. comme toujours. Donc c'est un modèle le modèle biopsychosocial, comme son nom l'indique, il implique des dimensions biologiques, psychologiques et sociales. Bon, moi j'aime pas trop le mot psychologique, je préfère toujours psycho-émotionnel, mais chacun voit midi chez lui, quoi. Donc il a été défini par un psychiatre en 1977 comme une alternative aux modèles biomédicaux traditionnels qui se concentrent uniquement sur les aspects biologiques de la maladie. Donc c'est un bon modèle, hein, mais c'est qu'un modèle. Et il ne faut pas le voir... tu vois, c'est ça, c'est que je pense qu'il manque cette idée de fusion de modèles. Et c'est sûrement ce que je vais écrire. C'est sûrement... c'était déjà ce que j'avais envie de faire dans mes prochains articles, mais plus je suis dessus, plus je me dis c'est ça qu'il faut faire. C'est que tout le monde a raison sur un truc. Donc le modèle biopsychosocial, il prend en compte des facteurs génétiques, biologiques, comme je vous disais, prédispositions héréditaires, physiologiques, fonctionnement des systèmes corporels ou pathologiques, etc. Des dimensions psychologiques, émotions, stress, anxiété, dépression, cognitives, pensées, croyances, attitudes, des comportements, habitudes de vie, mécanismes d'adaptation et sociaux, conditions de vie, cadre de travail, soutien social, réseaux familiaux, amicaux, etc. et culturels, normes sociales, attentes culturelles. Donc ce modèle, ils en parlent justement pour tout ce qui est douleur chronique, mais visiblement ils ont oublié de nous parler de la tenségrité biologique. Je sais pas, le chapitre il était où dedans. Donc c'est une approche intégrative, etc. Donc encore une fois, je le répète, c'est un bon modèle. Donc par exemple, je pense à tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale, TTC. Personnellement, je préfère les psychédéliques sérotoninergiques qui t'envoient dans l'espace et qui te font un vrai travail d'introspection comme rien d'autre en fait, et qui créent des nouveaux neurones en plus. Mais voilà, c'est un modèle bon, mais c'est un modèle incomplet. C'est ça que je veux vous dire. De la même manière, le modèle de la tenségrité biologique, c'est un bon modèle, mais c'est un modèle incomplet. Le modèle de la potentialisation à long terme au niveau plasticité, c'est un bon modèle, mais c'est un modèle incomplet. Et moi, je pense qu'il faut faire une fusion de ces trois modèles, et c'est sûrement ce que je vais réussir à faire. Ok. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que si un bébé, tu le touches pas, tu le caresses pas, etc., quand il est petit, il se sent pas en sécurité. Donc le sens du toucher il dit à mon cerveau, j'existe. Et du coup, si tu n'as pas un bon sens du toucher, forcément, il n'y a pas des bonnes sensations au niveau périphérique, au niveau du système nerveux périphérique, et forcément, le système nerveux central, il stresse. Parce que pour lui, l'environnement, c'est une source d'information directe. Et quand il y a une douleur chronique, c'est une sensibilisation centrale. C'est comme si je te coupe ma main, je sens une main qui n'est plus là. C'est un peu pareil. On est sur ce truc-là de confusion corticale et de dissociation cognitive. Je me regarde de loin avec une caméra.
C'est-à-dire que mon cerveau a intégré le danger, mais moi j'ouvre les yeux, je ne le vois pas consciemment. Pourtant, ce que j'imagine, ce que je ressens, c'est réel. Donc c'est pas parce que c'est pas subjectif que c'est pas réel. Et ça, il faut bien le comprendre. D'accord? Et encore une fois, les neurones miroirs, le cortex insulaire qui évalue l'intensité de la douleur, il supporte le rôle des neurones miroirs. Et les neurones miroirs, c'est l'empathie, l'altruisme, la générosité, le mimétisme. Et donc forcément, c'est ce qui est social. Parce que les neurones miroirs, c'est ce qui fait, tiens, tu construis je te vois faire quelque chose, je te vois chasser, j'apprends, je te vois mettre un manteau de fourrure, je parle de la préhistoire, je vais mettre un manteau de fourrure, donc on est vraiment sur les neurones de la coopération et de la collaboration entre les humains, et que le mimétisme est un moyen fondamental pour l'humain d'apprendre. Et donc forcément, si j'ai du mimétisme, il faut que je puisse me mettre à la place de l'autre, et donc avoir cette empathie. Et donc les neurones miroirs, c'est ceux qui font l'empathie, et on y reviendra, et l'altruisme et la générosité, mais c'est aussi eux, mais les neurones miroirs, c'est aussi eux qui codent l'action, c'est le même système qui code l'action, qui la réalise. Donc ils sont impliqués forcément dans le mouvement, parce que pour faire un mouvement, faut-il que je puisse l'imaginer. Et donc la douleur est un problème de mouvement. De la même manière, une pensée qui est figée dans un cerveau, c'est un problème de mouvement. Tu vois, c'est que la pensée, elle tourne en boucle, parce que j'arrive pas à créer des nouveaux souvenirs. TOC, dépression, douleur chronique, c'est la même physiopathologie en réalité. À part un côté bien mécanique, j'entends, mais vous voyez ce que je veux dire au niveau structurel, fonctionnel, etc. Ouais. Donc, on est sur un truc où l'imagination, elle est très importante quand on parle de douleur chronique ou de n'importe quelle pathologie, parce que ce que j'imaginais de vrai, c'est souvent vrai. C'est vrai pour mon corps, on parle tout le temps du nocebo, le mal. Si je pense mal, ça peut faire que du mal, ça c'est sûr. Mais qu'en est-il du placebo? Si je pense bien, ça peut faire que du bien. Donc il faut toujours, même si c'est très difficile, quand on a une pathologie difficile, c'est de rester positif. Mais c'est essentiel. C'est essentiel, d'accord? Donc on a tous un haut degré de subjectivité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important d'adapter la médecine, d'aller vers une médecine personnalisée, et que tout n'est pas bon pour tout le monde, et qu'il y a des outils, et qu'on n'a tous pas besoin des mêmes outils pour atteindre les mêmes buts. Donc il est possible d'arriver au même résultat par différents moyens. Tout ce qui compte, c'est que ça s'intègre ou pas dans le cerveau, en termes de conditionnement et donc de comportement. Comportement cellulaire et cognitif. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la cellule, je suis désolé, elle a un comportement. D'accord? Parce que la cellule, c'est un modèle de tenségrité biologique, comme tout le reste en fait. D'accord? La cellule, elle détecte le stress, etc. Donc elle détecte l'environnement mécanique, elle convertit ça en signaux chimiques. Et donc la cellule, elle respire, elle a un gonflement, donc quand elle ne peut pas respirer, pour elle, elle stresse. C'est ça que ça veut dire. Et donc la membrane cellulaire intègre ce comportement. Si elle ne peut pas respirer, elle ne peut pas gonfler, donc il n'y a pas ce gonflement cellulaire, cette respiration cellulaire, et donc pas de création d'énergie. Et donc l'énergie nous permet de vivre et de penser dans le présent. Donc c'est toujours un problème énergétique, c'est ça que je veux vous dire, sans parler de physique quantique ou quoi. Je parle d'ATP, quoi. Je suis très biomécanicien, vous connaissez. Donc il y a une étude qui est intéressante, c'est celle, par exemple, où je prends des bons élèves et des mauvais élèves. Et je leur donne un exercice où ils doivent dessiner quelque chose. C'est le même exercice. Les bons élèves, je leur dis, c'est un exercice d'art plastique, ils vont faire n'importe quoi. Mais les bons élèves, si je leur dis c'est un exercice de géométrie, ils vont cartonner, ils vont réussir. Par contre, les mauvais élèves, voilà, si je leur dis c'est un exercice de géométrie, ils vont faire n'importe quoi. Et si je leur dis c'est un exercice d'art plastique, ils vont réussir. Vous voyez, le simple fait de changer un énoncé, ça peut changer ce que je crois être vrai. Et donc ça peut me changer mon prisme de croyance et mon prisme de l'estime de moi et comment je vais diriger mon attention, comment je vais diriger mon attention et comment je vais employer mon énergie et donc mon imagination à la résolution de problèmes. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous parle d'adapter. Donc on devrait avoir une éducation personnalisée, une médecine personnalisée, on devrait être dans un monde un peu plus personnalisé. Je pense qu'il y a autant d'humains différents que je ne sais quoi. Donc les cases, le standard, machin, t'as ça, on donne ça, t'as ça, on donne ça,
Ça va 5 minutes en fait, les conneries à un moment donné. On voit bien que ça marche pas. Donc, vous voyez, il faut pas. Vous voyez ce que je veux dire quand je vous parle de haut degré de subjectivité, c'est que il faut pas minimiser le pouvoir de la suggestion. Ce que je vais suggérer à quelqu'un, ça peut être potentiellement vrai pour lui. Et ça peut surtout lui faire des associations d'idées. Le cerveau, il fonctionne comme ça. En termes de pensée, je fais des associations d'idées. Il y a des arborescences, des champs lexicaux, etc. Donc, plus on a de connaissances dans un domaine précis, comme, vous voyez ce que je veux dire, dans un domaine précis, plus on a de connaissances, plus on est potentiellement, malheureusement, apte à créer des faux souvenirs. On peut tous, autant qu'on est, créer des faux souvenirs, parce que un souvenir, c'est une construction. C'est pas vraiment réel. Un souvenir, c'est pas réel, c'est une construction. Ça, c'est important de le comprendre. D'accord. Donc, je vous parle tout le temps, je fais un peu de répétition pour ceux qui découvrent la chaîne, donc abonnez-vous, s'il vous plaît, ceux qui arrivent, et bienvenue à ceux qui découvrent. Le cerveau, il est déjà protégé par la boîte crânienne. Il y a des milliards de neurones. D'accord, on le sait. Le cœur, il y a des milliers de neurones. Donc on parle vraiment du petit cerveau le petit cerveau du cœur, quoi. Le petit, tu vois, je veux dire, le cœur, c'est déjà un cerveau. Voilà. Et donc le cœur, il ressent avant que mon cerveau soit au courant. Et le ventre, il y a des millions de neurones. Donc le ventre, c'est l'intelligence d'un chat ou d'un chien. Donc j'aime bien les métaphores, enfin les analogies avec les animaux, j'adore. Donc le ventre, c'est par exemple le chien qui retient le plus grand nombre de mots, c'est le border collie, il peut retenir 1000 mots. Imagine l'intelligence d'un ventre, c'est ça que je veux dire. Donc le cœur, il est protégé par le thorax, le ventre, il est protégé par quoi? Il est protégé par le psoas, et donc le psoas, c'est le muscle qui a le plus de nerfs impliqués dans les réponses de combat et de fuite. Et donc le ventre, c'est le centre des réflexes autonomes, la préservation de la vie organique. Et donc le rôle du psoas, c'est de protéger la vie de manière immédiate et à long terme. Et donc il y a un réflexe archaïque de la position fétale dans le psoas. Et donc on est sur un muscle hyper réactif. Certains disent le muscle de l'âme. Donc certains disent que le ventre c'est le deuxième cerveau. Non, non, c'est pas le deuxième cerveau, c'est le premier. Et ça, moi je mettrai ma main coupée là-dessus. Parce que ce qui fait les souvenirs dans le cerveau, c'est le CREB, en facteur de transcription génétique, d'accord. Et le CREB, il marche à la sérotonine. La sérotonine est synthétisée à 95% par l'intestin. Et surtout, il existe une étroite relation entre le cerveau crânien et le cerveau abdominopelvien, mais le cerveau entérique, donc abdominopelvien, peut vivre sans le cerveau crânien. L'inverse n'est pas possible. Et donc ça veut dire que, malgré que j'ai appelé cette vidéo la psychologie du trauma, ça veut dire qu'on est bien plus sensoriel que psychologique. D'accord. Et donc quand il y a un danger, peu importe lequel, je me mets en boule. D'accord. Et donc les animaux, ils tétanisent, vous savez, pour sortir d'un stress. Ils tétanisent et ils tremblent pour sortir d'un stress. Et nous, on n'a pas cette capacité à décharger un système nerveux autonome comme un animal. C'est pour ça qu'on est sujet à des pathologies qui tournent en boucle et des pathologies chroniques, parce qu'on n'arrive pas à se dire le danger est passé, on a intégré, on a sensibilisé. Parce que un mauvais stimulus négatif, comme le putain de rat, il nous traumatise. La douleur est un stimulus négatif, il nous traumatise tout autant qu'on est. Et traumatise, c'est-à-dire qu'il fait une coupure, il fait une scission. Il fait que je suis fragmenté dans le temps et l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Je perds ma notion de spatialisation et d'espace et de temps. Tu vois? Parce que le traumatisme, qu'il soit physique ou psycho-émotionnel, n'est pas vécu comme une expérience globale, mais il se stocke dans le cerveau, dans la zone somatosensorielle, donc du toucher, sous forme fragmentaire. Et donc forcément, je vais avoir des réactions réflexes disproportionnées, parce que les stresseurs ordinaires, ils vont se mettre en état d'alerte, et je ne vais pas pouvoir me dire l'alerte est passée. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Donc, comme toujours, le stress, il n'est pas mauvais. C'est le stress prolongé qui est néfaste. Ok? Je pense notamment à la protéine P53. Je vous avais fait une vidéo sur les cellules il n'y a pas longtemps. Je vous invite à la regarder si vous ne la connaissez pas. Que j'explique bien ça. Notamment avec la protéine P53. Donc c'est une protéine qui va jouer un rôle
qui est très importante, qui va jouer un rôle dans le destin cellulaire, c'est-à-dire qui décide si la cellule elle vit ou elle meurt, qui va choisir un peu l'expression génétique, qui va réguler l'expression génétique. Cette protéine P53, on la retrouve beaucoup dans les cancers, d'accord, en mutation, et je crois 80%. Mais c'est pareil, c'est que le P53, la cellule, elle détecte un stress, et donc un danger, c'est ça que ça veut dire, c'est pas la vie est dure, hein. Donc un stress mécanique, chimique, peu importe. La cellule, elle détecte un stress, hop, il y a du P53 qui va dedans pour réparer l'ADN, réparer ce qui ne va pas, le temps que le stress passe. Mais s'il y a trop de P53 parce que le stress est trop long, donc le P53 il monte dans la cellule, et bien là la cellule elle choisit de mourir à cause de ce P53. Donc c'est toujours pareil. C'est une histoire de temps et d'intensité. Et ça, vous savez ce que c'est. Ça, c'est le potentiel d'action. L'élément de base de l'influx nerveux. Le réflexe, tu l'as ou tu l'as pas. Et donc, si je stimule suffisamment, logiquement, j'ai toujours le même, c'est la loi du tout rien. J'ai le réflexe ou je l'ai pas. Je vais reproduire le même mécanisme. Piou, piou, le réflexe il se lance. Et donc, un stress, un trauma, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est un potentiel d'action piégé. C'est-à-dire qu'on est sur un arc spinal auto-perturbé, auto-parasité, auto-entretenu. D'accord? Et donc, on est sur une crise énergétique. À tous les... de la peau au cerveau, quoi. C'est ça, on est sur un segment neurologique de la peau au cerveau. Donc sur ce truc-là, les Chinois avaient raison, évidemment. D'accord. Si je veux changer un signal dans un cerveau, c'est toujours la peau ou l'intestin. La peau, l'intestin, hop, on tape tout de suite dans le cerveau. D'accord. Donc vous avez un niveau de référence dans le cerveau, neurochimique, adrénaline, opioïde, combat, fuite, repos, régénération, repos, ouais, nerf vague, nerf jumeau, machin. Et du coup, quand il y a un stress, et que c'est trop long, je finis par avoir plus le bon niveau de référence neurochimique dans mon cerveau, mais ça devient le nouveau niveau de référence, et c'est plus le bon. Et du coup, je ne peux pas revenir en arrière. Vous comprenez l'idée? Donc il y a bien un impact, neurologique au niveau d'un trauma. Donc c'est pour ça que il y a bien un facteur biologique, hein, évidemment, qui n'est pas que psychologique dans un trauma, c'est les deux, et encore c'est psycho-émotionnel, hein, parce que les émotions, je suis désolé, c'est les hormones, hein. Si je vais bien, je me sens bien, si je me sens bien, je vais bien. Donc si je change mon attention, je change mes émotions, si je change mes émotions, je change mon attention. Le cerveau, il fait des sélections de signaux. Il n'arrive plus à sélectionner les bons, parce qu'il n'a pas la bonne expérience, il n'a pas les bonnes informations, donc il ne peut pas bien répondre. D'accord. Donc, le mec qui a inventé le mot stress, donc on le connaît, c'est Hans Seil, d'accord. Et lui, il a inventé le syndrome général d'adaptation. Donc son syndrome, il est simple, hein. C'est une phase d'alarme, une phase de résistance et une phase d'épuisement. Et donc quand il y a une phase d'épuisement, tous les neurotransmetteurs dans le cerveau, ils se cassent la gueule d'un coup. Donc le GABA, il n'y en a plus. Donc le GABA, c'est un neurotransmetteur qui est très abondant dans le cerveau. Il marche en concurrence, si tu veux, avec le glutamate qui va exciter. Le glutamate excite dans le cerveau, très abondant, mais c'est pas très spécifique. Et il n'est pas très spécifique, alors que le GABA, il est vraiment spécifique pour la relaxation. C'est lui qui est toujours inhibiteur, qui vient freiner. Et quand il y a un stress trop long, il n'y en a plus. Donc vous allez le trouver, le GABA, je vous avais dit, dans l'L-théanine, ce genre de truc. Où vous allez pouvoir le moduler de différentes manières, avec la valériane, avec le pavot de Californie, avec d'autres choses. Le magnésium, il n'y en a plus. Quand il y a un stress, il est cramé. D'accord. Donc le magnésium, pas du marin, vous vous rappelez, le marin c'est de la merde, aller vers le bisglycinate, c'est des sels, c'est pas le même taux de dissolution dans le sang. Donc voilà, le bisglycinate, le zinc bisglycinate, pareil, magnésium 300 fonctions métaboliques, le zinc 200 fonctions métaboliques, allez-y. La sérotonine, il n'y en a plus. Et on a tendance à penser que la sérotonine c'est que l'humeur, mais c'est aussi le tonus vasculaire, on est sur un système de tenségrité biologique, il y a bien besoin d'avoir assez cette pompe de sang, quoi. C'est ce que je veux dire. Il faut que le sang il est vivant, mais sur une mécanique des fluides, hein, en fait. Et donc la sérotonine, vous allez la voir, donc il n'y en a plus, d'accord. Et la sérotonine, vous allez la voir dans... Mais il ne faut pas en avoir trop, c'est toujours pareil. Parce qu'on peut avoir des... c'est toujours pareil, c'est une histoire de... Comme je le disais il n'y a pas si longtemps, c'est pas qu'une histoire de quantité, c'est une histoire d'utilisation.
que quand tu te suicides, c'est qu'il y a deux zones du cerveau qui s'allument en même temps. Si elles s'allument de manière séparée, tu te suicides pas. Donc c'est prise de décision et je sais plus quoi. Ouais, je veux dire, c'est que c'est un truc comme ça. Donc ça veut dire que je ne sais pas me servir de ce que j'ai. Donc c'est une histoire de comportement. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas qu'une histoire de matériel. C'est là où le modèle biopsychosocial est intéressant et à mon avis essentiel. Mais malgré tout, il faut l'associer avec un modèle d'intégration à long terme pour avoir des résultats définitifs et pas toujours être sur le symptôme comme la potentialisation à long terme et donc un modèle de plasticité et un modèle de tenségrité parce que le monde, on est des êtres physiques, donc il y a bien un problème physique au niveau de la tenségrité biologique. De Donald Lindbergh, vous vous rappelez, les tendons et les ligaments eux-mêmes tendus font que les muscles compriment les articulations. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc la dopamine, il n'y en a plus. Donc la dopamine, on l'a dit, c'est la motivation, l'évitement actif de la punition, la planification dans le futur, la motivation, le circuit plaisir, circuit récompense, plaisir-récompense, le contrôle moteur fin. Donc vous allez le trouver dans le mucuna pruriens par exemple. Le tabac va libérer de la dopamine dans le cerveau tout en mimant les effets de l'acétylcholine. La mélatonine, il n'y en a plus. Donc la mélatonine, c'est de la sérotonine qui devient de la mélatonine le soir. La sérotonine le matin, ça devient de la mélatonine le soir. Par exemple, si vous avez envie de sucre le soir, c'est que le cerveau cherche à faire passer de la sérotonine dans le sang. Donc, par exemple, la sérotonine, vous pouvez aller vers tout ce qui est adaptogène, évidemment. Tout ce qui est maca, ashwagandha, KSM66 si vous êtes une femme, ou rhodiol, par exemple. La sérotonine, vous avez bien sûr le griffonia, millepertuis et safran, si vous voulez l'axe entier. Je vous l'avais déjà dit, il me semble. L'acétylcholine, c'est, si tu veux, le neurotransmetteur de la contraction musculaire. Donc, c'est le neurotransmetteur principal de la jonction neuromusculaire. Mais c'est aussi la mémoire et l'apprentissage. Et du coup, vous allez l'avoir dans... Ce qui va aider cet ACH en termes de plantes, c'est la sauge ou le bacopa, par exemple. Et le cortisol, par contre, si tu regardes, quand il y a un stress, il monte. Et puis tu vois, il monte, comme l'adrénaline. Mais après, si tu veux, l'adrénaline, vu que c'est trop long, il y a une réponse adrénergique, il y a la réponse, mais il n'y a plus l'adrénaline pour que je puisse passer au-dessus du trauma, du stress et du trauma. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est que le taux de cortisol, il monte, mais en fait, il se déséquilibre, tu vois. Il se déséquilibre et donc, en fait, on est sur un effondrement surrénalien. C'est que les glandes médulo-surrénales, elles passent en phase de récup... Elles tournent elles tournent, si tu veux, dans le vide, en fait. Elles passent en mode récupération, mais elles récupèrent jamais rien. Tu vois, elles n'arrivent pas à recharger les glandes médulo-surrénales. Et donc le cerveau a cette capacité de s'auto-anesthésier, de se dissocier, de dire ça ne fait plus partie de moi quand il y a un danger trop long. Et donc, forcément, il y a un souci au niveau musculaire à la fin. C'est pas que dans la tête, c'est musculaire en même temps. Forcément. Parce que si je te mets en immobilisation forcée, tu stresses. Si je te stresse, tu rentres en immobilisation forcée. Et si tu rentres en immobilisation forcée, tu bouges pas. Si tu bouges pas, tu es sur une contraction sans mouvement. Et donc si tu es sur une contraction sans mouvement, suractivité musculaire, diminution du débit sanguin, acide lactique qui s'accumule, accumulation métaboliste acide, tu es sur un couple de force, on est sur de la mécanique pure et dure, antagoniste, agoniste, moteur, frein. Pour qu'il se contracte, lui doit se relâcher. Quand les agonistes se contractent, les antagonistes se relâchent. Loi d'innervation réciproque de Sherrington. Et donc, pour que lui se contracte, je suis étiré ici. Quand c'est trop long, réflexe d'étirement hyperexcitable, l'agoniste s'émerde. Hop, réflexe d'inhibition autogénique et boum, je suis sur une désynchronisation de la boucle neuromusculaire, la boucle gamma. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez, c'est que le muscle, c'est un activateur unidirectionnel qui n'a pas de marche arrière. Il y a un danger, je dois faire face. Mais vu que j'arrive pas à me dégager de ce danger que je perçois, c'est trop long, et je me mets en mode, je cartonne. Le système nerveux, il y a vraiment une phase de sidération où je sens rien, et il y a une phase où, tu vois, il y a une phase où je rentre en choc spinal. Et là, boum, je perds le feedback neurologique. J'ai plus le bon retour dans mon cerveau. Et donc mon cerveau ne peut pas répondre correctement. Et donc il y a une désynchronisation
entre mon système nerveux autonome et mon système nerveux central. Et ce qui fait cette neuromédiation entre le système nerveux autonome et le système nerveux central, c'est l'acétylcholine. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, si je te vois, ok. Donc, vous voyez ce que je veux dire, ce réflexe de peur par rapport au rat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Donc, quand je prends un briquet, je mets mon doigt au-dessus du feu, il s'enlève tout seul. Là, je suis sur un réflexe de fuite. Douleur chronique, stress, etc. On est sur une paralysie neuromotrice en réalité. C'est que le réflexe de fuite ou réflexe de flexion nociceptive, flexion, voilà, je m'enlève, et ben c'est un réflexe de paralysie par la peur. Et donc forcément, c'est un apprentissage. Et ce réflexe de paralysie par la peur est un apprentissage émotionnel. Donc c'est pas un apprentissage psychologique, c'est un apprentissage émotionnel. Et donc, vous comprenez que devant votre cerveau, la partie frontale de votre cerveau, lobe frontal, lobe pariétal, lobe temporal, lobe occipital, derrière, d'accord? Hémisphère gauche, hémisphère droit, tac, 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 les neurones miroirs, ils font gauche-droite, 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 ils font comme ça. Donc, les neurones miroirs, c'est vraiment très intéressant pour nous mammifères. Par exemple, ça a beaucoup été étudié chez les singes aussi, évidemment. Les neurones miroirs, ils vont s'activer quand j'ai l'intention de faire un mouvement, même si je ne le fais pas. Si je te vois faire un mouvement, mais que je ne le fais pas. Eux vont s'activer comme si c'est moi qui fais le mouvement. Si je vois un jeu vidéo ou un film, il y a un mouvement, bah mon cerveau, ça lui rappelle ce mouvement. Et donc il s'allume. Et si je fais mon mouvement, bien sûr il s'allume. Il y a une musique, elle est belle. Qu'est-ce qui décide si la musique elle est belle dans mon cerveau? C'est les neurones miroirs. Qu'est-ce qui fait le langage dans un cerveau? C'est les neurones miroirs. Tiens, la sculpture elle est belle, je suis ému. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les neurones miroirs qui évaluent l'esthétisme et la beauté d'une œuvre. D'art, musique, son, tu vois. Donc on est vraiment sur un truc... on est vraiment sur ce qui nous définit. Miroir, le terme est bon, hein. Miroir, l'environnement nous. Je veux dire, nous, on est nous, l'environnement est là, et donc on puise nos informations de nos sens. Et si c'est vrai ou pas, bah, c'est vrai pour moi. Que ça soit vrai ou pas, si moi je pense que c'est vrai, que j'ai intégré que c'est vrai, que je le perçois comme étant vrai, bah, c'est vrai pour moi. Et organiquement, je vais y répondre de manière concrète. Et donc la douleur est une réponse concrète. Une mauvaise réponse, douleur chronique est une mauvaise réponse, mais une réponse quand même. C'est que le corps, le cerveau ne peut plus faire autrement. Et donc le trauma, il a pour but de préserver l'individu. Le trauma, à la base, c'est un ami. Parce qu'il se dit, bah, en attendant que le danger passe, puisque visiblement il passe pas, moi je veux protéger mon intégrité biologique, qu'est-ce que je fais? Stand-by, je me mets en veille, tout est éteint, et là je suis amnésique. Donc c'est une amnésie aussi bien du cerveau, il y a une empreinte dans le cerveau qui fait qu'on a des aires du cerveau qui ne se parlent plus, mais il y a aussi une amnésie musculaire, à force de rester en immobilisation forcée. Le muscle, il a une mémoire, il a une plasticité musculaire. Il y a une plasticité musculaire et il y a une plasticité cérébrale. Vous avez des fibres musculaires qui switchent entre elles, des types de fibres qui switchent entre elles. Elles n'arrivent plus à switcher. Le muscle, il est fait de cellules. Les cellules, elles ont un squelette. Le squelette de la cellule, il bouge. Et quand le squelette de la cellule, il bouge, le muscle, il bouge. Et donc le squelette, il ne sait pas que le danger est passé. La cellule ne sait pas que le danger est passé. Parce qu'elle ne respire plus. Il n'y a plus d'oxygène. Donc il y a plus d'informations nerveuses qui se passent. Et donc l'énergie ne peut pas circuler. On est sur un problème de sang tout le temps. On est sur un problème vasculaire en réalité. Parce que le problème est toujours vasculaire, nerveux et hormonal en même temps. On est toujours sur un problème de mémoire, de sensation et de tension. J'ai beau avoir tout le meilleur des systèmes, si j'ai pas la mémoire pour unifier le système, c'est zéro. Donc c'est la mémoire, le problème. C'est pas que je peux pas, c'est que j'ai oublié. Donc il y a bien un impact. C'est ça que je veux faire comprendre au niveau neurobiologique. Donc le cortex, il est tout devant. Il est tout devant. C'est lui qui fait l'imagination, les commandes prémotrices, la conscience de soi, l'empathie, l'altruisme, la générosité, je l'ai déjà dit, qui va faire la pression sanguine, qui va parler jusqu'avec l'intestin, et donc répondre, ils vont se parler. Il va faire l'évaluation de la douleur au niveau de la peau, la température au niveau de la peau, TRPA1, TRPV1 en nocicepteur, d'accord, pression barométrique, etc., température. Et donc forcément... le cortex, c'est ce qui est le plus développé chez un humain par rapport aux autres animaux.
Et il se coordonne avec l'hippocampe. L'hippocampe qui fait les nouveaux souvenirs, qui fait la mémoire de la spatialisation et du déplacement et l'autobiographie, la mémoire autobiographique. Et donc l'hippocampe compare en permanence les souvenirs pour faire de la prédiction, parce que le cerveau, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un système heuristique. Il fait des hypothèses, il teste. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Après, c'est déjà trop... Maintenant, ça n'existe pas. Le présent n'existe pas pour le cerveau. C'est déjà fini. Donc on est sur un conditionnement par le comportement. Et donc, collé, vous avez le cortex, vous avez l'amygdale et vous avez l'hippocampe. L'amygdale et le cortex, en fait, ils sont... L'amygdale et l'hippocampe, ils sont collés. Vous avez le cortex, vous avez l'amygdale comme une petite boule, et vous avez l'hippocampe qui est juste derrière. Et l'amygdale, lui, s'active que quand il y a une émotion négative. De la même manière, l'hippocampe s'allume, il apprend l'hippocampe que quand c'est une émotion positive. C'est-à-dire qu'on peut apprendre que si c'est positif émotionnellement. Et donc l'amygdale, c'est l'alarme du cerveau qui fait que s'il y a un danger, il faut que je me mette en... faut que je fasse un truc vite. Donc l'amygdale, il a deux voies de projection, une rapide et une lente. Et donc quand ça a trop merdé, il prend même pas la peine de passer par la voie lente, il fait dans la voie rapide, parce qu'il faut agir rapidement. En cas de danger, il faut que je puisse me barrer, vite. Et donc quand c'est trop long, il prend plus la peine de demander au cortex et à l'hippocampe, etc. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je fais par rapport à, qu'est-ce qu'on sait? Il dit, moi je sais mieux que toi, et ça merde. Donc quand vous êtes sur un TOC, une dépression, ou une douleur chronique, vous avez une perte de connectivité entre le cortex et l'hippocampe, avec un cortex atrophié, un hippocampe atrophié, et un amygdale hypertrophié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça fonctionne trop. L'amygdale fonctionne trop, l'hippocampe ne fonctionne pas, et le cortex ne fonctionne pas. Pas assez, en tout cas. Et donc, de toute façon, vous avez vu, il y a des anatomies, des anatomies en... Tu sais, au niveau dissécation, tu vois, je trouve plus le mot. Il y a des analyses histologiques qui ont été faites au niveau des tissus cérébraux des dépressifs, et ils ont vu qu'il y a un amincissement de ce tissu cortex. Parce que souffrir, ça éteint le cerveau. Donc on n'est pas fait pour souffrir. Tout le temps, éternellement, tout le temps, tous les jours, tout le temps. Donc la douleur chronique, donc voilà, que ça soit un TOC ou une dépression ou une douleur chronique physique, déjà c'est la même zone, hein, c'est le rejet social. Hein. Je me sens pas en sécurité, touché affectif, vous voyez, on fait que des ponts à chaque fois. Et ben, ça détruit mon cerveau concrètement. Donc je suis désolé. La dépression, c'est pas dans la tête, mon cerveau il souffre, il y a une neuroinflammation. La douleur chronique, c'est pas que dans la tête, il y a une neuroinflammation, mon cerveau il souffre. Les TOC, c'est pas dans la tête, il y a une neuroinflammation, le cerveau il souffre. C'est que le cerveau n'arrive plus à recruter de nouveaux circuits neuronaux et donc l'apprentissage est impossible parce que les facteurs environnementaux sont pas perceptibles et intégrables à long terme. Je peux pas les percevoir et les intégrer dans un nouveau processus cognitif. Voilà. Vous comprenez? Donc on peut apprendre que si c'est positif émotionnellement. Et donc on peut apprendre et consolider cette mémoire que si on dort. Donc autant la pathologie c'est un conflit non résolu en attente de solution, autant le rêve est une zone de résolution de conflit. Parce que quand je suis en rêve et que mes yeux bougent, je suis dans un état hyper associatif où le cortex et l'hippocampe marchent de manière séparée. Mais du coup quand je rêve, mon cerveau imagine les scénarios possibles, il imagine le futur. Et donc il cherche à se réparer, il cherche une solution inconsciente. Et la douleur, les TOC, la dépression, c'est inconscient. C'est réel, hein, mais c'est inconscient. Subjectif, mais réel. Mais inconscient. Et donc on n'y a pas accès. Et donc la psychologie de comptoir, ça reste de la psychologie de comptoir, à la Freud, etc. J'aime pas Freud, d'accord? Donc c'est dans la tête, etc., c'est bon. Donc dans l'hippocampe, il y a des neurones lieux. Donc le fait de... Il y a des thérapies qui peuvent être intéressantes, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Ne croyez pas que je suis aussi extrême que j'en ai l'air. Il y a des thérapies qui peuvent être intéressantes au niveau TTC, ou même un accompagnement psychologique, etc. Il n'y a pas de souci, parce que le fait de faire remémorer des lieux à quelqu'un ou des situations, je vais le forcer à faire travailler sa mémoire, et donc la plasticité de son cerveau. Et donc dans l'hippocampe, il y a des neurones lieux qui retiennent le nom des lieux, où ils sont, etc. Et quand tu arrêtes de rêver et que tu dors, le cortex et l'hippocampe ils se coordonnent et là la mémoire elle se grave, elle se répète un certain nombre de fois.
Qu'est-ce que j'ai fait la journée? Ça grave et ça grave. Donc si dans ma journée, je n'ai pas eu une expérience positive émotionnellement et surtout avec tous les facteurs environnementaux nécessaires, c'est-à-dire répéter un mouvement juste et corrigé quand il y a une amnésie musculaire, je désinhibe le muscle en somme, que j'ai pas modulé mon message de douleur, que j'ai pas eu assez d'émotions positives, je vais pas apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est multifacteur. Donc ce cortex, c'est le cortex insulaire. Hein. Donc il y a une étude unique dans le monde où il y a quelqu'un qui s'est pris une poutre dans la tête, qui s'est fait démolir l'insula, le cortex insulaire, et malgré ça, la personne sent encore la joie et la douleur. Comment c'est possible? Parce que le cerveau ne génère pas l'information, il ne fait que la traiter. Donc encore une fois, on est beaucoup plus sensoriel que psychologique. Donc il va falloir faire des ponts par l'expérience. Vous avez 4 types de plasticité, je vous le rappelle, la neurogénèse, donc les nouveaux neurones qui peuvent venir en provenance de l'hippocampe, du bulbe olfactif, et aussi sous-ventriculaire, et donc l'hippocampe gyrus denté, exactement. Vous avez la plasticité par l'expérience, celle qui m'intéresse. Vous avez la plasticité pathologico-anormale, donc dépression, TOC, trauma, etc. C'est pareil, vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Douleur chronique, c'est pareil, c'est un trauma. Et vous avez la plasticité réactive qui répare. Et donc le sommeil active cette plasticité réactive, qui répare les nerfs, qui répare le cerveau, notamment avec le système lymphatique, et je vous en avais déjà parlé. La nuit, quand je dors, mon cerveau, il mange les débris cellulaires dans mon cerveau. Et donc quand je dors pas, ça s'accumule, et on va favoriser des plasticités, des pathologies comme Alzheimer ou Parkinson, etc., où on va retrouver la protéine Tau. Protéine qui remonte qui vient de l'intestin, qui remonte le long du nerf vague. Et la protéine Tau, on va la retrouver dans Parkinson et dans Alzheimer. Même si il y a des similitudes et des différences entre les deux. Avec la bêta-amyloïde au niveau de Alzheimer, vous avez cet agrégat, et peut-être que c'est parce que les personnes âgées dorment de moins en moins et qu'ils ont de moins en moins de rapports sociaux. Donc le fait d'isoler les personnes âgées, c'est la meilleure manière de leur développer des pathologies psychiatriques cognitives. C'est la meilleure manière de faire une personne âgée déclenche Parkinson ou Alzheimer, c'est de le rendre malheureux, c'est de limiter ses rapports sociaux, qu'il soit seul, qu'il parle à personne, qu'il regarde sa télé abrutissante, et voilà, et qu'il n'ait pas de sens du toucher, un sourire, qu'il voit personne sourire. Ouais, ça réveille les neurones miroirs, je te vois sourire, mon cerveau il sourit. Je te vois avoir mal, mon cerveau il a mal. Aïe, j'ai mal. Tu vois quelqu'un se blesser, tu fais aïe, ça doit faire mal. C'est les neurones miroirs. Je prends ma cuillère, je mets la cuillère dans mon bébé pour lui donner à manger. Ouvre la bouche, le train arrive. Et toi, comme un con, tu fais ah. Même tu veux pas, tu vas le faire. C'est les neurones miroirs. Vous comprenez l'importance des neurones miroirs? Et donc, la machine. Et donc, on va pouvoir faire seulement des ponts par l'expérience, en fait, pour corriger cette empreinte. Donc, quand vous avez... je peux dire, c'est que tout est mouvement. Tout est mouvement, et donc, il faut que ça bouge, mais pas trop. Il faut que ça soit contrôlé, optimal pour la survie, etc. Vous avez compris l'idée. Donc là, je contrôle mon mouvement. Je fais une inhibition motrice. Donc c'est bien, ni trop, ni pas assez. Mais trop d'inhibition motrice, je suis en faiblesse de protection, je suis en paralysie par la peur, en gros, j'ai merdé. Et ben, c'est pas bon. Et donc trop d'inhibition motrice, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours une histoire d'ajustement. Donc, un des premiers trucs qu'on devrait regarder quand il y a une dépression, un TOC ou une douleur chronique, c'est les inhibitions motrices, la mémoire du corps. Le corps apprend, en bien ou en mal, mais il apprend. Dormir pour apprendre, dormir pour oublier. Si vous changez votre attention, vous changez vos émotions, vous changez vos émotions, vous changez vos attentions. Mais, malgré tout, il n'y a que le mouvement qui fait que j'apprends. C'est pour ça que la machine primaire de la vie, c'est l'appareil locomoteur. D'accord. Donc vous avez cette théorie de l'attachement qui est intéressante. J'avais pas prévu de le faire, mais je trouve ça intéressant. Du coup, si vous êtes pas, ça peut vous parler, tant mieux. Hein. Donc jusqu'à ses 4 ans, un enfant, on dit qu'il ne peut pas gérer ses émotions et qu'il a toujours besoin d'une figure d'attachement qui vient toujours le rassurer. Donc même un enfant, quand il pleure jusqu'à ses 4 ans, il faut toujours le rassurer, que ça soit justifié ou pas. Il n'a pas le recul pour se dire c'est justifié ou pas. Ok ? Et du coup
il a besoin d'une figure d'attachement. Et donc cette théorie de l'attachement, elle nous dit quoi? Elle nous dit que si un enfant, il n'est pas avec un parent assez stable jusqu'à ses 4 ans, qui vient servir, si tu veux, de tampon émotionnel, il va ou développer un attachement anxieux ou un attachement évitant avec ses futurs compagnons ou compagnes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il va dire par exemple, tu sais, tout ce qui est syndrome de l'abandon, tous ces trucs-là, vous connaissez. Je suis avec ma femme ou avec mon mec, enfin tu vois, c'est une image, hein. Et ben, je vais avoir peur qu'elle me quitte ou que, tu vois. Et du coup, je vais toujours avoir besoin d'être réassuré, etc. Ben, ça, c'est l'attachement. C'est anxieux, c'est un attachement anxieux. Alors que l'attachement évitant, ça va être que si je m'attache à elle alors qu'elle est censée m'aider mais qu'elle ne le fait pas, ça va nuire à ma propre survie et ça va me rendre vulnérable de m'attacher à elle. Donc je vais éviter l'attachement. Parce que ça va me rendre vulnérable, puisque de toute façon, si je m'attache, elle va pas faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire me protéger. Et donc, vous avez aussi les deux. Vous pouvez être à la fois avoir des syndromes d'attachement anxieux évitant, des idées contradictoires. Il y a des moments où vous voulez être très proche du partenaire, des fois très loin, parfois même à quelques minutes d'intervalle, hein. Vous voyez, des émotions contradictoires, et ça serait des traumas. Euh, Pendant une phase neurocritique la phase neurocritique de développement, euh, jusqu'à 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est intéressant. Donc toute cette théorie-là que je viens de vous expliquer, la conclusion en fait que je veux dire, c'est simplement, aussi bête que ça puisse paraître, sans amour, on ne se développe pas. Et oui, et l'amour c'est pas Disney. L'amour c'est je, tu, il, nous, vous, il. Par ordre de priorité. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui nous rappellent qu'on est vivant. On a besoin de gens sur qui on peut compter. On n'est pas des putains de robots. N'en déplaise à Elon Musk et toute la clique de la Silicon Valley. D'accord? Donc moi, vous savez, je m'intéresse beaucoup au venin thérapeutique, vous le savez, et au psychédélique sérotoninergique. Donc, c'est-à-dire que les 2 articles que j'ai faits, et ceux que je vais faire, ça va être encore dessus, hein, ça va être encore sur les plantes et les venins, pour thérapeutique. Parce qu'on va passer par la peau avec un venin et on va casser les canaux ioniques, etc. On va faire de la perméabilité sélective, on va rentrer dans la cellule et modifier vraiment son expression. Alors que le venin, on va faire un travail d'introspection un psychédélique, on va faire un travail d'introspection et donc un rêve conscient, comme si je rêve, mais j'ai conscience que je rêve. Donc les psychédéliques, c'est très intéressant au niveau, parce que c'est des analogues à la sérotonine. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la diméthyltryptamine, qui est l'hormone du rêve, qui arriverait, si tu veux, qui serait sécrétée dans la glande pinéale. Donc les rats sécrètent de la DMT, les animaux rêvent, hein, donc c'est la DMT, d'accord. Et donc, mais dans des petites quantités. Et donc il y a plein de plantes dont l'ayahuasca, dont le principe actif est cette drogue psychédélique endogène. C'est-à-dire qu'on a nous-mêmes une drogue psychédélique dans notre cerveau. Donc le cerveau, c'est déjà une drogue. Donc c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est vraiment drôle quand tu penses, c'est que le cerveau fabrique de la DMT et que la DMT est interdite dans le commerce. Donc on interdit quelque chose qui est déjà endogène chez nous. C'est quand même incroyable. Ce monde, il est incroyable. Vous avez aussi comme analogue à la sérotonine tout ce qui est psilocybine, qui est moléculairement très proche. Donc la chair des dieux, donc c'est les champignons hallucinogènes. Les Incas ils disaient que c'était la chair des dieux. Vous avez la mescaline, c'est-à-dire le peyote, les cactus. On dit que c'est une énergie plus masculine, alors que l'ayahuasca, ça serait une énergie plus féminine. J'en ai jamais pris la mescaline, donc je sais pas. Je sais qu'Aldous Huxley, il en prenait beaucoup de ça. Ce qui est intéressant avec ces plantes-là, c'est qu'elles créent des nouveaux souvenirs. Elles créent une expérience unifiée, en fait. Elles créent des nouveaux souvenirs, elles créent des nouveaux neurones, elles participent à la neurogénèse et elles régénèrent le cerveau. Et donc, elles peuvent agir sur ce conditionnement de peur au niveau de l'hippocampe. C'est pour ça que je vous en parle. Donc c'est très intéressant quand on parle de dépression, de TOC et de douleur en vrai. Tous ces analogues à la sérotonine qui sont interdits pour le plus grand bénéfice des lobbies pharmaceutiques qui préfèrent donner des drogues qui vont perturber les neurones sans créer des nouveaux neurones et surtout qui ne vont pas donner d'émotion.
vous comprenez qu'il n'y a pas d'émotion, donc il n'y a pas d'apprentissage. Alors que les drogues psychédéliques, vu que je vais avoir des émotions, la joie, la peur, c'est contradictoire, vous êtes sur un vrai travail d'introspection avec des sons, des images, vous voyez ce que je veux dire? Dans l'idée, c'est vachement plus intéressant en termes thérapeutiques. Malheureusement, il faudrait que ça soit encadré, et c'est pas le cas. Donc, c'est pas encadré, et pourtant, ça permettrait d'entraîner le cerveau à une expérience, et ça permettrait d'ouvrir ces fenêtres d'intégration pour accéder au mouvement, pour créer de la plasticité, pour que je puisse, parce que les effets sont durables. Vous voyez ce que je veux dire? Plus j'en prends, moins j'ai besoin d'en prendre pour me mettre dans le même état. Et il n'y a pas de tolérance connue, il n'y a pas de toxicité connue sur l'ayahuasca. La dose mortelle, c'est 20 fois la dose normale. On a été éteint, c'est pas grave. De toute façon, on a bientôt fini. Parce que tout ça, ça va agir sur le crêpe. Donc, vous voyez, on dit souvent voyage psychédélique, voyage. Peut-être à des gens qui se voient naître, des gens qui se voient mourir, des gens qui parlent à des morts, des gens qui voient des lieux. Ça arrive fréquemment. Ou qui revivent des choses. L'évocation d'un problème futur implique les mêmes zones du cerveau qu'un souvenir passé. Donc je vous insiste sur le fait que la mémoire est prédictive. Et donc on pense le futur avec des souvenirs anticipés. Et donc on peut créer ces nouveaux neurones parce qu'on a vu qu'il y a une mort des neurones en fait dans le cerveau, comme je vous le disais, en neuroinflammation, TOC, dépression, douleur. On peut créer des nouveaux neurones de 3 manières différentes. Si je fais la course à pied, c'est le meilleur exercice pour un cerveau, pour oxygéner le cerveau. Malheureusement, donc dès que je vais repousser mon métabolisme, je vais créer des nouveaux neurones. Mais je peux aussi créer des nouveaux neurones si je fais un exercice intellectuel très poussé, le fait de résoudre un problème intellectuel, d'imaginer à trouver une solution. Je vais créer des nouveaux neurones. Quand je vais prendre des drogues psychédéliques, par exemple, je vais créer des nouveaux neurones aussi. Parce que ça va faire appel à mon imagination. Pour résoudre un problème, je dois faire appel à mon imagination. Donc je vais amener des ressources, de l'oxygène, etc. Je vais faire des connexions. De la même manière, si j'ai... Tu vois ce que je me drogue, j'ai de l'imagination. Donc ça fait appel à des souvenirs, ça fait appel à ma plasticité, ça fait des ponts. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je fais des mouvements, j'amène de l'oxygène, je mets le cerveau en sur-régime, etc. Donc ça pousse à s'adapter. Mais si, en quelques semaines, je ne fais pas de mouvement et que j'intègre pas ces nouveaux neurones dans un nouveau circuit neurologique par le mouvement, ils vont se détruire en quelques semaines. Donc il n'y a que le mouvement lui-même, peu importe la pathologie, qui intègre une fonction à long terme. Parce que je vous le répète, la machine primaire de la vie, c'est l'appareil locomoteur. Modèle de Panjabi, système nerveux central, système osto-articulaire, système myofacial, form closer, force closer, système nerveux central. Ok? Donc, il faut que l'expérience soit positive avec le maximum de facteurs bénéfiques pour ouvrir votre capacité d'apprentissage. Donc, il faut du conditionnement, il faut reconditionner de manière émotionnelle pour changer le mauvais schéma moteur. Comprenez qu'il y a une stratégie d'évitement de la douleur ou du stimulus négatif par rapport à ce putain de rat qui s'électrocute. Donc il va falloir que je réadapte. Et donc pour que je réadapte, il va falloir que je retourne vers le stress. Mais le bon stress, que ce stress, je le quantifie. Ni trop, ni pas assez. C'est pas que je peux plus, c'est que j'ai oublié. Il faut que je stresse suffisamment les tissus, mais pas trop, pour se réadapter. Il faut que le mouvement surtout soit juste et corrigé. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes schémas moteurs compensatoires, on n'a pas tous les mêmes amnésies au niveau myofacial, etc. Parce que la vasomotricité, le lien psychocorporel, il est sous la peau, le sang de la peau, il est là le lien psychocorporel, il n'est pas ailleurs. La peau, c'est un cerveau mis à plat, la même information génétique qu'un neurone, la cellule de la peau, c'est la même information génétique qu'un neurone, mais l'information n'est pas lue de la même manière. Et donc, cette stratégie d'évitement de la douleur ou du stimulus négatif en question va faire en sorte que je vais créer un nouveau schéma moteur, on peut l'appeler comme on veut, de pensée, même si j'aime pas le mot, neuromoteur, voilà. Et ce nouveau schéma neuromoteur va devenir le nouveau schéma neuromoteur de référence. Et donc, il va falloir corriger ce nouveau schéma. Et donc, il va falloir détecter les inhibitions motrices, où je fonctionne pas assez, où est-ce que je fonctionne trop, où est-ce que je fonctionne pas assez. Parce que l'hypoactivité n'existe pas réellement en termes
de neuroanatomie. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que quelque chose fonctionne trop ailleurs. S'il y a une hypoactivité, c'est qu'il y a une hyperactivité ailleurs. Et donc forcément, je suis sur un réflexe de fuite qui a merdé. Et donc il va falloir trouver comment le corps il a intégré, aussi bien sur le plan psychique, émotionnel et surtout physique. Donc c'est tout en même temps. Donc vous êtes sur un système unifié où il faut arrêter de séparer le corps et l'esprit. Souvent on me dit, je vais finir là-dessus, souvent on me dit ouais Raph, tu penses que c'est dans la tête, que j'ai un souci psychiatrique, etc. Et moi je dis mais c'est les deux en même temps en fait. C'est que c'est le corps il va pas, l'esprit ne va pas. Si l'esprit ne va pas, le corps ne va pas. Et donc tu es déjà en sur-régime en fait, tu es déjà en hyper-vigilance. Et donc le cœur bat déjà trop vite parce que le psoas est déjà stressé. Et le diaphragme est déjà trop haut, en respiration apicale. Et du coup je suis en rigidifie, la cage thoracique est trop rigide. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il y a une posture du stress si tu veux, il y a une posture de peur en gros. Okay, et cette posture, c'est l'enroulement thoracique. Et c'est le bassin qui part en avant. Parce que le psoas, il tire le bassin en avant. Et donc, plus je me cambre en bas, plus je m'enroule en haut. Et à la fin, j'ai mal au dos, lombalgie. Et on va regarder à l'infini le dos au lieu de regarder la hanche. Parce que le psoas, il assure le centrage de la tête fémorale. D'accord? Donc, je vais vous lire deux, trois choses qui, pour finir cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Je trouvais que c'était intéressant. Tout simplement. Ok. Le traumatisme est tout d'abord la réponse autonome, inconsciente et instinctive d'un organisme vivant face à un trauma. La personne concernée est soumise à des modifications neurologiques, biologiques et anatomiques sans l'avoir décidé consciemment. Réaction neurologique plus réaction biologique plus réaction anatomique égale réaction psychique. La réaction somatique de protection entraîne chez la personne une réaction psychique secondaire qui lui permet de s'adapter à son nouvel état physiologique. Ok. Donc approche psychologique, c'est aborder le moi avant que le traumatisme ne soit résolu, alors que l'approche somatique travaille sur le corps, contourner le moi pour permettre un soulagement avant toute compréhension, et on n'a pas besoin de comprendre pour que ça marche, d'accord? Donc le fait de travailler directement sur les réponses somatiques primaires permet de minimiser les défenses du moi dans le processus de guérison. Ok. Donc ça c'est intéressant. Donc comme je vous disais, le corps peut plus suivre son rythme naturel d'excitation et de repos, donc GABA, glutamate, etc. Nerfs vagues, nerfs trijumeaux, etc. Donc les glandes surrénales sont contraintes à se mettre en mode récupération. Donc cette réaction biochimique entraîne une vulnérabilité accrue à l'hypertension et à la dépression. Au lieu de n'être considéré que comme une expérience éphémère, le stress se met en préoccupation durable. Donc le cerveau du ventre, il est totalement formé et en état de fonctionner bien avant que ce ne soit le cas du cerveau crânien. Donc bien sûr, il y a un axe immunodigestif au niveau du cerveau. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que mon ventre, il va tout de suite taper dans mon cerveau. Hein. Ce que je vais manger, ça, mon cerveau, il va être au courant. Et voilà quoi. Okay. Donc j'espère que ça vous a intéressé, les amis. Je vous ferai une prochaine vidéo d'exercice. Hein. Et voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage à tous. N'hésitez pas à me contacter et à me consulter dans la vraie vie comme toujours. À plus tard.